Ce sont les seuls documents qui existent sur les 18 mois que cet homme a passé en liberté. Après 26 ans de détention, il nous a semblé important de les montrer. Car l'histoire de Patrick Henry est au cœur de toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui. Peut-on retrouver une vie normale après des années et des années d'emprisonnement? Reste-t-on à jamais coupable lorsqu'on a tué ou meurtri la vie d'autrui? Comment le vivent les proches et l'entourage, partagés entre le désir de comprendre et la crainte de la récidive? Janvier 1977, lorsque son procès s'ouvre à Troyes, personne n'a oublié qu'un an plus tôt, dans cette même ville, Patrick Henry, alors âgé de 23 ans, a enlevé et tué un enfant de 7 ans, le petit Philippe Bertrand. Je voulais obtenir une rançon de sa famille. Les choses ont mal tourné, je me suis affolée. Se défendra le jeune homme. Mais tout le monde a encore à l'esprit l'assurance, le cynisme, diront certains, avec lequel il répondait aux journalistes. J'ai entendu l'appel du grand-père à la radio, la mère à la radio, non pas à la radio, à la télévision, la mère. Oui. Et quel était votre sentiment quand vous entendez cet appel? Ben écoutez, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Seul le bâtonnier de Chaumont, Robert Boquillon, a accepté de prendre la défense de Patrick Henry. Et ce n'est pas sans courage. C'est un grand-père qui vous cause. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Ne défendez pas un bandit. Ne défendez pas un bandit. Pour la plupart des gens, il est clair que Patrick Henry risque sa tête. Boquillon a une idée. Il propose à un ténor du barreau parisien, Robert Badinter, de se joindre à lui. Avec Badinter, le procès de Patrick Henry change de nature et devient le procès de la peine de mort. Vous avez seul le droit de pied de mort sur quelqu'un. À croire que quand on aura liquidé un criminel, on en aura fini avec le crime. Alors que ce n'est pas vrai. À cet égard, dites-vous bien, s'il faut le couper en deux, eh bien ça ne dissuadera rien ni personne. Robert Badinter a gagné. Patrick Henry sauve sa tête. Il sera condamné à la prison à perpétuité jusqu'à ce jour de mai 2001 où, considéré comme un prisonnier modèle, il bénéficie à son tour d'une libération conditionnelle. Aujourd'hui, vous sentez un homme comme un autre ou pas? Je souhaiterais être un homme comme un autre, mais les événements, les faits font qu'en définitive, je me rends bien compte que je ne suis pas un homme comme un autre. C'est vrai? Ah oui, tout à fait. Au bout d'un an, vous le ressentez plus qu'au premier jour de votre libération? Oui, parce que au moment de la libération, c'est une telle euphorie qu'on ne fait pas attention à ce genre de choses. Et c'est après, au fur et à mesure, au fil du temps, qu'on se rend compte que finalement, les choses ne sont pas aussi simples qu'on peut l'imaginer au départ. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un homme libre? Je me sens pas vraiment libre, quoi, parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, c'est pas parce qu'on sort de prison qu'on est libre. Quand on est en libération conditionnelle, on a quand même toujours des comptes à rendre. Et même si ces comptes que l'on doit rendre quand on est encore en prison, quand on les imagine, quand on sera sorti, ces comptes paraissent anodins. Lorsqu'on retrouve après la vie active, au fil du temps, ils deviennent quand même assez contraignants. Vous comprenez cette contrainte? Comment? Vous la comprenez, cette contrainte? Oui, je la comprends parce que on peut pas faire autrement que de s'y plier. Mais enfin, par moments, elle me semble un peu lourde, quoi, parce qu'après avoir fait quand même 25 ans de prison, j'étais 26 ans écroué et j'ai fait 25 ans de prison, ça me paraît un peu inutile, quoi. Vous avez le sentiment d'avoir payé votre dette? Est-ce qu'on paye sa dette? Vous savez, on ne peut pas quantifier la vie d'un enfant en années de prison. Et je ne pense pas qu'un jour, je réussirai à payer une dette. Cette dette-là, du moins. On finit pas de payer. Alors tout de suite, Martine, c'est à vous que j'ai envie de poser la première question. Je sais que vous êtes, on va voir, que vous êtes émue, puisque vous, Martine, vous êtes peut-être l'une des plus proches de Patrick Henry. Vous l'avez connu il y a 10 ans en prison. Vous lui apportiez du travail dans le centre de détention, voilà, dans l'imprimerie, là où il travaillait. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous étiez rendu compte, vous, de la culpabilité qui était aussi présente en lui? Ce qu'il dit à la fin. Tout à fait. Par des petits points, je vais dire, de détails, de temps en temps, quand on côtoie les gens. D'abord, il avait une grande pudeur. Il revendiquait le droit de ne pas parler de son crime, en disant que c'était un fardeau qu'il portait lui, et qu'au niveau de ses relations ou amis, il n'avait pas à nous enquiquiner avec ce problème. Donc vous n'en parliez pas? Par contre, je l'ai vu face à une photo d'enfant, mon petit-fils,
s'en aller. Et puis aussi, sans parler de ce qu'il avait fait, par contre exprimer des choses qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Créer une famille. Lesquelles ? Oui. Créer une famille, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il a un jour abordé avec nous, en disant qu'il n'avait pas le droit, parce qu'on le charriait en fait, et qu'il n'avait pas le droit de se marier, parce qu'on le charriait là-dessus. Parce qu'il n'avait pas le droit de faire endosser d'une part son nom à quelqu'un, parce que son nom était trop lourd à porter, et qu'en plus, il n'avait pas le droit de fonder une famille. Il avait pas... De toute façon, le problème d'avoir droit à la paternité ne se posait pas dans sa tête. C'était quelque chose qui se refusait. Quand on lui disait avant qu'il soit libéré que sortir serait difficile parce que son nom était terriblement lourd à gérer, il disait de toute façon, si je ne peux pas vivre libre avec mon nom, c'est que je ne peux pas vivre dehors. Maître Thierry Lévy, donc vous êtes aujourd'hui l'avocat de Patrick Henry. C'est vous qui avez défendu son dossier devant la commission qui l'a libéré en juin 2001. Est-ce que ce que vous voyez de lui à travers ce reportage, est-ce que c'est la vision que vous avez vous-même ? Oui, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir réussi à lui faire dire publiquement quelque chose qui est connu de son entourage. C'est-à-dire que dans la fin de l'interview... Il l'a dit spontanément, hein. Non, je le dis pour que ça ne soit pas mal interprété. Bon, spontanément, c'est lui qui l'a dit. Quand je dis que vous l'avez fait dire, vous avez su le laisser l'exprimer. Et ça n'est pas rien. Il se considère un peu comme un mort-vivant. Il était persuadé qu'il serait condamné à mort, si bien que la condamnation à la peine perpétuelle, qui a été une surprise, est intervenue sur quelqu'un qui se considérait comme mort. Mais je reviens sur ce qu'il vous a dit, et qui est très important, c'est que c'est un homme qui, au fond, n'a jamais été jugé. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas assez conscience. C'est-à-dire, expliquez-vous, qu'on comprenne bien. Ben, je vais m'expliquer. Patrick Henry a vu son procès, le procès de Troyes, lui échapper totalement. Tout ce qui faisait partie de la vie de ce garçon a été, en quelque sorte, passé sous silence. Peut-être ne faut-il pas s'en plaindre, car cette affaire l'a dépassé et elle a été une des étapes de l'abolition de la peine de mort. En ce sens, le procès a été utile. Mais du point de vue personnel de Patrick Henry, le procès n'a pas été fait complètement. Et c'est une chose qui a du poids encore aujourd'hui. C'est un homme qui ne s'est pas exprimé. Jamais. Jamais. Je voudrais donner maintenant la parole à Bruno Tessarec. Alors Bruno Tessarec, pour vous présenter, vous avez été pendant 20 ans professeur de philosophie, vous êtes romancier. Vous avez commencé d'ailleurs une réflexion avec les détenus en prison. J'aimerais savoir si l'image que l'on vient de voir dans ce reportage correspond à l'homme que vous avez rencontré et qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois tout simplement que vous l'avez vu. Je l'ai effectivement retrouvé lui-même tel que j'ai travaillé avec lui pendant des semaines et des semaines, des centaines d'heures, c'est-à-dire à la fois sûr de lui, en même temps fragile, avec des espèces de conduites d'évitement, mais en même temps, à certains moments, comme ça, une porte qui s'ouvre et une extrême sincérité quand il dit à la fin, non, bien sûr, il vous dit ça sur le ton de l'évidence, et en même temps, c'est d'une lourdeur terrible de dire, mais la dette, elle ne sera jamais payée. Moi, j'ai vécu ces moments-là avec lui, où finalement les choses les plus graves, les plus profondes sortaient sous forme de banalité. Et ça, c'était effectivement ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire cette pudeur, cette honte, ces choses-là. Juste une parenthèse, est-ce que vous pensez que c'est à cause justement de la façon dont il énonce les choses qu'on a parlé de lui à tout moment, d'un être froid, sans... Oui. Vous avez remarqué quand même, ce qui est très frappant dans ce reportage, les choses essentielles et graves, il les dit... Comme allant de soi, vous le titillez sur « il est à côté de la prison ». C'est évident que c'est hallucinant. Et cet homme vivait à moins d'1 kilomètre de la maison d'arrêt et du centre de détention. Et moi, il m'y a conduit, il m'a montré où il avait... Comme si finalement... Et quand il est sorti
de prison, quand il a eu ça, il est allé dans l'appartement d'une amie qui l'hébergeait, et il m'a fait visiter cet appartement. Il m'a dit, regardez, c'est comme ma cellule. Donc il avait des espèces là aussi de jeu entre la prison intérieure et extérieure très compliquées. Donc voilà l'impression que j'ai eue. Alors Bruno Tessarec, je reviens sur la notion de dette à payer, de dette impossible à payer. Est-ce que c'est quelque chose aussi que Patrick Henry vous a tenu dans le livre que vous écriviez ensemble? Il le savait, il le disait tout le temps. Il disait, mais ça, je vivrai avec ça jusqu'à ma mort. Et il m'a X fois parlé de ça. Vous aussi, j'imagine. Il m'a X fois parlé de son sentiment à la fois d'incompréhension de son acte et puis de culpabilité terrible, de remords épouvantables. Combien de fois il m'a dit, j'ai vu vivre cet enfant, j'ai grandi je pensais à ce que moi j'ai vécu et que lui ne vivrait jamais. Il le disait parfois avec des mots un peu maladroits ou avec cette espèce de brutalité un peu provocatrice qu'on a vue dans le reportage. Mais c'est évident que cet homme est totalement habité. Et puis, comme disait Maître Lévy, l'audience qui a duré 3 jours, la cour, il s'est pas exprimé, il n'a rien dit, il a bafouillé quelques formules. Il m'a dit, mais combien de fois j'ai repensé à ça en me disant, j'aurais voulu pouvoir dire, mais je ne le pouvais pas, c'était impossible. Il était absolument hanté par ça. Alors on le croira, on ne le croira pas. Ça, c'est un autre problème. Vous comprenez? C'est un autre problème. Moi, je ne peux témoigner que de ce que cet homme me disait. Et il était... Je regrette que ça ne lui ait pas servi de leçon pour Mais autant. absolument, mais bien sûr. Mais ça, c'est un... Monsieur Jamet, c'est un autre problème, ça. Mais savoir s'il était... Encore une fois, je reprends ce verbe que j'ai employé, hanté par son acte. Alors, à cette question, la réponse est manifestement oui. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.